Tout d'abord, la définition du ronflement. Le ronflement, ça correspond en fait à un bruit inspiratoire, essentiellement inspiratoire. Il est lié à des vibrations au niveau des tissus pharyngés. Ça survient uniquement pendant le sommeil. On peut le noter également à l'expiration, mais il est moins fréquent. La fréquence augmente surtout avec l'âge, environ chez 30% des hommes et 15 à 20% des femmes adultes. L'incidence devient beaucoup plus élevée à partir de 60 ans. La rhoncopathie est peut-être totalement isolée ou associée à d'autres troubles respiratoires qui peuvent être liés à des troubles du sommeil, notamment le syndrome d'apnée du sommeil, mais ce sujet ne sera pas abordé de façon complète dans ce cours. Ces ronflements peuvent être favorisés par la surcharge pondérale, l'alcool, certains médicaments comme les hypnosédatifs, ce qui entraîne également un relâchement musculaire, le tabac, du fait d'une irritation de la muqueuse, l'inflammation des voies aériennes supérieures ou surtout la position de décubitus dorsal. Alors les mécanismes, les structures qui peuvent être le siège de ronflement sont multiples en fait. Et le ronflement est lié à l'obstruction partielle, soit du palais, éventuellement de la base de langue, du vestibule laryngé et des fosses nasales. Voilà un schéma qui représente à peu près les structures qui peuvent vibrer, les cloisons nasales, les cornets, les amygdales si elles sont volumineuses, le voile du palais, la luette évidemment, classiquement, et la paroi postérieure du pharynx. Chez les patients ronfleurs, il faut donc rechercher une résistance des voies aériennes supérieures lorsque les patients dorment. Ceci est favorisé bien sûr par une diminution du calibre des voies aériennes supérieures qui s'observe de toute façon chez toute personne en période de sommeil, ne serait-ce que par l'hypotonie musculaire qui est physiologique au cours du sommeil. On peut la noter également par une macroglossie, qui est une augmentation du volume de la langue, une hypertrophie des amygdales, une micrognassie et une rétrognassie, avec des visages dits en tête d'oiseau, une accumulation de graisse au niveau de la paroi postérieure du pharynx, et chez les personnes corpulentes évidemment, une obstruction nasale, et enfin une tendance au collapsus beaucoup plus important dans les voies aériennes supérieures, liée à la congestion par exemple d'une muqueuse nasale lorsque vous êtes enrhumé ou pharyngé, ou encore lié à une diminution d'efficacité de certains muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures qui, je vous le rappelle, de toute façon, sont moins actifs pendant le sommeil. Sur un schéma plus simpliste, si on prend un sujet normal, à gauche, vous allez avoir en fin d'expiration un calibre normal des voies aériennes supérieures. En inspiration, vous allez avoir une diminution du calibre du fait de l'aspiration lors du passage de l'air. Donc il y a un rapprochement des parois du pharynx qui ne s'associe pas forcément à des ronflements. Chez un sujet pathologique, vous allez avoir déjà une structure pharyngée beaucoup plus souple, beaucoup plus étroite en fin d'expiration. Et lors de l'inspiration, les parois vont se rapprocher de telle façon qu'elles vont créer une turbulence lors du passage de l'air et donc des bruits. Et dans le pire des cas, cela peut s'associer à un collapsus total des voies aériennes et donc une apnée. Devant une rhoncopathie, il existe l'interrogatoire. Il faut savoir en fait caractériser le ronflement. Bien sûr, le type continu d'amplitude égale ou cyclique. L'amplitude peut être variable, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui vont arrêter de ronfler dans certaines positions, dans certains stades de sommeil. On peut avoir également la notion de l'ancienneté du ronflement, de l'intensité de celui-ci. Le caractère permanent ou plutôt positionnel sur le dos, par exemple. Sa fréquence, si c'est toutes les nuits ou si c'est intermittent. Enfin, s'il existe des facteurs favorisant, la fatigue en est un, par exemple. L'analyse de la qualité du sommeil, si le patient a l'impression d'être calme ou agité, c'est plutôt le conjoint qui peut souvent répondre à ces questions. La présence ou non de réveil, de levée nocturne avec une polyurie, c'est-à-dire la tendance à se lever plusieurs fois pour uriner. D'autres symptômes peuvent être recherchés, ce sont des céphalées matinales, une asthénie matinale liée à une mauvaise qualité de sommeil, une somnolence diurne excessive, et enfin des troubles des performances intellectuelles lorsqu'on sort du cadre exhaustif du ronflement. La recherche d'antécédents médicaux, respiratoires bien sûr, neurologiques également, cardiaques, car il existe un lien entre les ronflements, l'apnée du sommeil et l'insuffisance cardiaque. Enfin, rechercher des facteurs de risque cardiovasculaires, tabac, alcool et obésité. Mais là, on sort du cadre puisqu'il s'agit là du syndrome d'apnée du sommeil qui peut comprendre des apnées soit obstructives par le collapsus des voies aériennes supérieures, soit d'origine centrale. Le traitement habituel sera noté en fait en recherchant
une consommation d'hypnotiques en particulier, certains médicaments pouvant favoriser ces ronflements. Enfin, les signes physiques. Il faut savoir bien sûr noter le poids, la taille et surtout noter l'index de masse corporelle. L'examen ORL, on a revu tout à l'heure sur le schéma, l'analyse du voile du palais, sa longueur, sa trophicité, vous avez parfois des luettes qui touchent la langue. La recherche d'une rétroposition linguale, une langue qui va donc avoir tendance à chuter en arrière lorsqu'on est couché. Une hypertrophie des amygdales, de la luette, une hypertrophie de la base de langue, des cornets, une obstruction nasale, par déviation du septum, souvent pris en charge d'ailleurs par les ORL. Certains examens complémentaires peuvent être intéressants, la nasofibroscopie, le scanner pharyngé, la céphalométrie classique par radio ou IRM. Voici un exemple de céphalométrie avec un calcul d'angle entre la mandibule, le maxillaire supérieur, le massif facial, si éventuellement on peut apporter une correction chirurgicale, entre autres. L'orientation diagnostique, c'est que plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Soit le patient présente un ronflement isolé. Il n'y a pas de signe fonctionnel pouvant évoquer une pathologie respiratoire associée, il n'y a pas de comorbidité cardiovasculaire dans le tableau clinique. Il s'agit donc de ronfleurs isolés, sans indication d'enregistrement polygraphique de la ventilation. Par contre, on peut avoir affaire à des signes fonctionnels, faisant évoquer un syndrome d'apnée du sommeil, des comorbidités cardiovasculaires. Il faudra alors réaliser un enregistrement polygraphique de la ventilation afin d'affirmer ou non la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil ou d'éventuels autres troubles respiratoires liés au sommeil.